association très ouverte, comme vous le savez. Bienvenue à cette deuxième conférence débat 2019 de l'association. Aujourd'hui, nous avons invité donc 3 intervenants sur le thème de la mobilité électrique et des ressources minérales nécessaires à mettre en œuvre cette mobilité électrique. Donc le premier intervenant, c'est Fabien Perdu, donc ici présent, qui est ingénieur, chercheur au CEA ITEL à Grenoble. Et Fabien va donc nous parler, nous faire un tour d'horizon des technologies des batteries électriques, hein, c'est bien ça. Oui. Et donc notre deuxième intervenante est Catherine Girard, donc du groupe Renault, expert leader, Energy and Raw Materials, Strategic Environmental Planning en anglais. Donc là, on va parler de stratégie d'un constructeur. Et notre dernier intervenant donc vient de Grenoble également, c'est Olivier Vidal, qui est directeur de recherche au CNRS. Et donc, vous allez nous parler des scénarios possibles pour l'exploitation des ressources minérales nécessaires pour cette mobilité électrique. Est-ce qu'il y en a suffisamment ou est-ce qu'il y a un problème de criticité? Bon, j'ai une petite idée de ce que vous allez nous répondre, mais bon, on va garder le secret pour tout à l'heure. Donc j'ai le plaisir d'inviter Fabien Perdu. Je vais mettre en place votre présentation. La parole est à vous. Merci beaucoup et merci pour cette invitation. Donc je vais parler tout court, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Je vais vous présenter les batteries, où elles en sont, quelle est leur évolution et comment c'est fait à l'intérieur de batteries, typiquement les batteries lithium-ion pour les voitures. Et ensuite, je vais regarder plus précisément le lien entre ça et les matières premières. Et puis, en retrouvant à la fin sur le cycle de vie, donc plus largement les matières, mais aussi l'énergie et CO2. Donc, le paramètre dont on entend le plus parler quand on parle de batterie, c'est généralement la densité d'énergie, parce qu'on dit que je vais mettre beaucoup d'énergie dans peu de place pour que ma voiture aille très loin. Alors la densité d'énergie, c'est vrai qu'elle avance, elle progresse avec le temps, mais on voit que quand même en 2012, on avait atteint à l'échelle de la cellule une densité d'énergie au-delà de 250 Wh par kilo, et qu'on est à peu près dans les mêmes eaux en 2018, 260, peut-être 270 moteurs par kilo. Donc on est en train de plafonner. Alors pourquoi ça? Parce que finalement la chimie qui est utilisée est à peu près la même, de petites variations près, et les progrès ont eu lieu essentiellement sur le process. C'est-à-dire qu'on réduit les processus réactifs. Cela dit, ça a des limites, on ne peut pas aller trop loin, sinon après on a des problèmes de sécurité, comme ça s'est vu sur les téléphones Samsung. Et pour aller plus loin aujourd'hui en densité d'énergie, il faut une rupture sur la chimie, comme du solide, du lithium soufre, du lithium ion, je sais, plusieurs ruptures qu'on peut envisager. Mais même avec rupture, on peut guère espérer plus qu'un doublement de la densité d'énergie par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui à l'échelle cellulaire. Donc il ne faut pas non plus rêver de batteries qui vont faire 10 fois plus. Par contre, on peut espérer des progrès beaucoup plus importants sur d'autres paramètres, comme la sécurité, la durée de vie,
dernières années. Et puis, alors, on a facilement tendance à faire des prolongations potentielles. Puis à dire le coup, après, il va s'envoyer vers zéro. Je ne serais pas forcément aussi optimiste que ça, parce que les gains qu'il y a eu sur le coup sont dus essentiellement à deux choses. D'une part, les progrès sur la densité d'énergie. On a vu qu'ils sont en train de plafonner. Et d'autre part, les progrès de process. Mais les matériaux, le coût de la matière représente déjà aujourd'hui à peu près la moitié du coût de la cellule. Donc c'est-à-dire que on peut imaginer, je pense, que cette décroissance risque de ralentir plus vite que sur une courbe tendancielle comme celle-là. Donc ensuite, si on regarde plus précisément comment sont faites les batteries, d'où ça vient. Au départ, ces batteries, c'était pas du lithium-ion, c'était du lithium-métal. Dans les années 80, Oli Energy a fait des batteries lithium-métal qui étaient très intéressantes parce qu'elles étaient plus denses en énergie que les batteries au plomb. Le principe, c'est qu'on avait du lithium-métal d'un côté et de l'autre côté un matériau qui permettait d'insérer un ion lithium. Donc l'ion lithium venait par là, l'électron faisait le tour du circuit. Et le problème, ça se passait quand on voulait recharger la batterie, c'est-à-dire qu'on enlevait le lithium de son matériau d'intercalation, on venait le remettre du côté de l'électrode métallique. Ou, alors dans ce cas-là, généralement ça se passait assez mal parce que le lithium se fait pas de façon bien uniforme, il va faire des dendrites. Des dendrites ou des mousses, et ces dendrites, si elles vont progresser jusqu'à l'électrode d'en face, ça produit un court-circuit interne. Et le problème du court-circuit interne, c'est que toute l'énergie qui est disponible dans la batterie est dégagée à ce moment-là. Et on a assisté à des explosions et des incendies déjà de téléphone portable à l'époque, c'était en 89. La filière a été arrêtée à ce moment-là. Et donc c'est là qu'il a fallu chercher deux solutions pour éviter ces dendrites. Donc la première, c'est de dire, je garde mon lithium-métal, mais je vais mettre une couche protectrice solide qui va empêcher la dendrite de progresser. Donc c'est la solution qu'on appelle batterie tout solide, qui est très en vogue en ce moment. Si j'ai du temps tout à l'heure, j'en parlerai un peu plus. Aujourd'hui, les seuls qui existent, c'est celles qui étaient dans les Bluecars, les Autolib, qui sont à base de lithium-métal polymère. Mais cette solution-là a des limitations, notamment elle fonctionne uniquement en haute température, au-delà de 60-80 degrés. Et puis avec une tension limitée, ce qui fait que la densité d'énergie qui est accessible est encore assez faible. Donc ça, c'est un grand axe pour éviter les dendrites. Et le deuxième, c'est celui qui est utilisé la plupart du temps aujourd'hui, c'est de ne pas avoir de lithium-métal, mais d'avoir le lithium qui vient s'insérer d'un côté dans le matériau d'électrode positive, et puis de l'autre côté dans du graphite. Et donc c'est cette solution qui a été commercialisée par Sony depuis 1991 et qui ne fait que se développer depuis. Les matériaux d'électrode positive qu'on peut utiliser sont des matériaux qui ont une forte affinité pour le lithium et une forte énergie de liaison du lithium dans la structure. Et on peut les caractériser, alors il y en a toute une zoologie, qui peuvent se différencier, notamment par leur structure, la structure du matériau cristallographique. Et on a un certain nombre de matériaux qui sont lamellaires, c'est, je dirais, les plus courants, quand vous entendez NMC, NCA. Donc NCA, c'est ceux de Tesla, par exemple. Donc le lithium vient s'insérer, il peut se déplacer dans des plans dimensionnels. On a des matériaux spinels où le lithium peut se déplacer dans les trois dimensions. Et puis le LFP, qui est un matériau qui a d'autres avantages, mais qui est moins dense en énergie, où le lithium peut se déplacer que dans une seule dimension. Alors, ces matières actives dont on a parlé, d'une part les matières positives, les oxydes de transition, les oxydes de métaux de transition dont on a parlé juste avant, et d'autre part le graphite. Ces matières actives, c'est elles qui stockent l'énergie, mais par contre, elles ne représentent dans une cellule qu'à peu près la moitié de la masse ou du volume de la cellule. C'est le bleu et le rouge. Le reste, c'est la matière inactive, c'est l'électrolyte pour conduire les ions, le séparateur pour que les électrons ne se touchent pas, le casing, etc. Ensuite, une fois qu'on a les cellules, on n'a pas fait encore un pack batterie.
Et il se trouve que, alors, ma cellule, c'est ce que j'ai à gauche, les traits noirs, avec la cathode, l'anode, le séparateur, le casing, etc. Et le reste, à droite, c'est ce qu'il y a en plus pour faire les modules et les packs. Et on se rend compte que en masse, les cellules, ça représente qu'une grosse moitié à 3/4 du total du pack. En volume, c'est même moins de la moitié. Et par contre, en coût, ici, on a les coûts. En coût, les cellules sont l'essentiel du coût. Alors, pourquoi est-ce que un pack, c'est pas juste des cellules qu'on colle ensemble, qu'on soude et puis c'est fini? C'est parce que, essentiellement, il faut gérer la sécurité. La sécurité et la température des cellules, ça va ensemble. Les cellules vont bien fonctionner dans une certaine plage de température. Trop froid, elles n'ont pas de puissance. Trop chaud, c'est dangereux. Et puis, il faut gérer la plage de tension, donc il y a une gestion électronique, une gestion thermique, puis une gestion mécanique pour éviter qu'elle soit écrasée, percée, brûlée, détruite de façon ou d'une autre, et que ça parte en emballement thermique. Donc c'est toute cette gestion de sécurité qui augmente la masse du pack. Alors maintenant, on va se demander qu'est-ce qui peut se passer si on se dirige vers une production massive de batterie. Alors qu'est-ce que c'est une production massive de batterie? J'ai mis les productions là, en mégawattheure des différentes chimies de batterie jusqu'en 2017. L'essentiel, le bleu, c'est les batteries plomb. La quasi-totalité des batteries produites, c'est du plomb. Et par contre, la quasi-totalité de la progression en rouge, c'est le lithium. Alors, vers combien de batteries on se dirige? Il faut réfléchir à quel ordre de grandeur. Je vois deux façons d'évaluer cet ordre de grandeur avec les deux grandes applications qu'on peut voir aux batteries aujourd'hui. D'une part, le véhicule électrique, d'autre part, le stockage d'énergie stationnaire. Alors, pour le véhicule électrique, on peut dire on prend la totalité du parc mondial, on regarde ce qui se passe si tu mets une batterie de 50 kWh dedans. Ça fait 50 TWh de batterie. Pour le stationnaire, alors si on veut gérer toute l'intermittence d'une production avec une quantité importante de renouvelables par des batteries, on obtient des chiffres complètement délirants. Si on se réduit par contre à stocker une quantité qui correspond à une vingtaine d'heures de la production électrique, on tombe aussi sur le même ordre de grandeur de 50 TWh. Alors je ne les ajoute pas les deux, parce que une fois qu'on a fait l'investissement de batteries pour les mettre dans des voitures, il est probable que ces mêmes batteries servent aussi à lisser l'intermittence sur le réseau. Alors, 50 TWh, c'est un ordre de grandeur. Ça veut dire quoi? Ça fait 130 ans de la production actuelle de batteries plomb, qui sont les plus répandues. Et ça fait 350 ans de la production actuelle de batteries lithium-ion. J'ai remis le chiffre à jour il y a quelques jours. Donc c'est une production qui est énorme par rapport à nos moyens de production actuels. Et si on voulait faire ces 50 TWh, faire le parc mondial de batteries, le faire en une dizaine d'années, parce qu'il faut quand même le faire plus rapidement que les batteries meurent, ça nécessite l'équivalent de 140 gigafactories comme celle du Nevada. Donc on est sur des chiffres vraiment très gros. Ce qui justifie de se poser la question qu'on se pose aujourd'hui, notamment sur les matériaux. On utilise des matériaux pour faire ces batteries. Est-ce qu'on en a assez? Lesquels, etc. Donc je me suis basé sur les données de l'USGS en termes de réserve et de ressources de chacun des éléments. Et puis j'ai pris les compositions atome par atome, les différentes chimies de batterie, pour voir combien ça nous permettait de faire des térawattheures de batterie. Alors, donc en regardant les systèmes lithium-ion, que j'ai fait sur d'autres systèmes, mais ça nous intéresse moins ici, je pense. Ce qu'on peut lire, c'est. Alors ici, c'est en échelle log. Les couleurs pleines, c'est en utilisant les réserves. Donc, en utilisant les réserves, je peux aller jusque-là. En utilisant les ressources, je peux aller jusqu'aux couleurs claires. Donc
la chimie, mettons la plus répandue, qui est NMC graphite, NMC batterie de cathode, graphite à l'anode, on voit qu'en premier, on est limité par le cobalt, qui me limite même avant nos 50 TWh, qui sont indicatifs. Et puis après, le lithium et le nickel. Alors on a des chimies où on a moins de cobalt, voire pas du tout de cobalt, comme le phosphate de fer, où là on n'est pas limité par le cobalt. Ici par contre on est encore limité par le lithium. Et la limite, elle intervient toujours, elle est toujours commensurable avec le 50 TWh, c'est-à-dire qu'elle est quelques fois sa valeur. Si on regarde de plus près, les chimies lithium-ion de type NMC, donc nickel, manganèse, cobalt, et puis NCA, nickel, cobalt, aluminium, donc NCA c'est ceux de la Tesla, NMC c'est la plupart des autres voitures électriques. Le NMC aujourd'hui c'est 1 pour 1, autant de nickel que de manganèse que de cobalt. Et puis on va de plus en plus vers un contenu avec plus de nickel et moins de cobalt. Pour le prix, pour la densité d'énergie. Par contre, ça a d'autres inconvénients, c'est que on perd en durée de vie et on a tendance aussi à perdre en sécurité. Alors, ce qu'on voit quand on va dans ce sens-là, c'est qu'effectivement, on est moins limité par le cobalt, par contre, on est de plus en plus limité par le nickel. Et autant les producteurs de nickel que les producteurs de matériaux de batterie s'inquiètent pas forcément tout de suite de la quantité de nickel total disponible, mais de la capacité à fournir ce nickel à la vitesse voulue si la voiture électrique se développe rapidement. Il y a des recyclages éventuels, quand on dit 5 renouvellements, ça suppose qu'on n'a rien recyclé du tout Alors là, ça suppose qu'on n'a rien recyclé du tout. Pour le premier parc, ça change de rien. Pour faire les premières batteries pour l'ensemble des voitures. Un parc de combien de temps? Une batterie de combien de temps? Alors, on suppose généralement que la durée de vie de la batterie, c'est à peu près la durée de vie de la voiture. Sachant que on peut éventuellement, on parlera tout à l'heure, on peut éventuellement penser une seconde vie. Mais en première approximation, la durée de vie de la batterie, la voiture, c'est on va zapper ça. On va zapper ça. Ça aussi. Et on va parler du coup recyclage et comment peut-on réutiliser éventuellement les matériaux. On peut les réutiliser à différentes échelles, c'est-à-dire on peut prendre le pack de la voiture et le mettre dans une autre application, par exemple stationnaire, ou alors à l'autre extrême, tout va être tricoté jusqu'aux atomes, réutiliser les atomes pour refaire des matériaux. Et puis il y a tous les intermédiaires, c'est-à-dire que je peux, sans redescendre aux atomes, récupérer les grains de matière active, et en supposant qu'ils n'aient pas trop vieilli durant la durée de vie de la batterie, les réutiliser pour refaire de nouvelles électrodes, ou carrément réutiliser les électrodes, ou les cellules, ou les molécules. Enfin, donc il y a toute une recherche à faire sur jusqu'où je dois démanteler ou pas mon pack batterie en fin de vie pour la voiture pour pouvoir le réutiliser. Et les choix dépendent de beaucoup de choses. Par exemple, une batterie qui a été sollicitée pendant sa première vie, selon la puissance, la température, les conditions dans lesquelles elle a été utilisée, elle va plus ou moins tolérer une seconde vie. Et de même, ça dépend des conditions dans lesquelles elle va être utilisée pour sa seconde vie. Puissance, température, profondeur de décharge, etc. Si j'ai beaucoup de progrès techniques pendant les 10-15 ans de durée de vie et que les nouvelles batteries sont beaucoup mieux et beaucoup moins chères que les précédentes, il y a de bonnes chances que les secondes vie seront moins intéressantes que de racheter une batterie neuve. Sauf si la réglementation fait que c'est obligé de recycler et que le recyclage est très cher. À ce moment-là, je fais une seconde vie, pas parce qu'elle est intéressante, mais simplement pour éviter de recycler. Donc il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu et qui vont faire que les constructeurs vont choisir plutôt l'un ou plutôt l'autre. Aujourd'hui, le recyclage de batterie, il est possible. Alors je ne suis pas du tout spécialiste, mais les techniques existent.
Par contre, a priori, elles sont encore chères par rapport à les matériaux qu'on fabrique, qu'on extrait de la Lune et pour lesquels on vient de synthétiser des matières actives. Et outre leur prix, elles ont d'autres inconvénients. Alors, il y a des techniques qui sont plutôt à forte température et qui consomment beaucoup d'énergie, et les techniques hydrométallurgiques où on utilise des acides pour extraire les métaux, et là, c'est plutôt des problématiques d'effluent. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le recyclage ne change que la problématique pour les deuxième, troisième parcs, etc., mais pas pour le premier. Donc, je dirais que sur les matériaux, on peut retenir qu'on peut prévoir une utilisation vraiment massive des batteries, que la problématique des matériaux va se poser, et qu'il faut y réfléchir tout de suite, et qu'en termes de recherche, ce qui est le cœur du travail de mon laboratoire, il faut réfléchir à la possibilité de substituer à l'électrode positive le cobalt, le nickel, et à la négative le lithium. Ensuite, si on regarde plus largement le cycle de vie d'une batterie, il n'y a pas que la problématique matériaux. Pour fabriquer une batterie, on utilise aussi de l'énergie. Donc la quantité d'énergie, j'ai pris des chiffres qui sont les 2 études qui me semblent les plus pertinentes et les plus récentes. La quantité d'énergie pour fabriquer une batterie, c'est de l'ordre de centaines de fois la quantité d'énergie qu'elle peut stocker. Donc ça veut dire qu'il faut lui faire beaucoup de cycles pour que ce soit rentabilisé. De la même façon, les émissions de CO2 de l'extraction des matériaux jusqu'à la fabrication de la batterie, c'est 150 kg de CO2 pour faire 1 kWh de batterie. Si je mets de l'électricité dans ma batterie et que je la ressors, l'électricité française, qui est à 60 grammes de CO2 par kilowattheure, il faut que ma batterie ait fait au moins 2-3 000 cycles pour que ça ne fasse que doubler le contenu de CO2 de l'électricité. Évidemment, moins le cycle, plus que j'ai investi dans ma batterie, pèse et est mal rentabilisé. Donc globalement, ces différents arguments sont là pour dire que les batteries, on a intérêt à les faire pas trop grosses et à les utiliser beaucoup. Donc un exemple, on va d'avoir des véhicules partagés qui sont utilisés de façon intensive par plein d'utilisateurs, puisque quand on a un seul utilisateur par voiture, on sait qu'il y a tout le temps au parking, et pour pouvoir faire beaucoup de cycles dans la vie de la voiture, de l'ordre de grandeur d'un cycle par jour. Et puis, on peut réfléchir aussi en segmentant les besoins. C'est-à-dire que si on segmente entre trajet court et trajet long, une limite arbitraire à 50 km, pour faire un trajet court, on a besoin d'une batterie qui est 5 à 10 fois plus petite que pour faire un trajet long. Une batterie de 5 à 10 kWh, ça suffit. Et elle va cycler correctement, une fois par jour, complètement. Il suffira d'une charge lente. Et avec ça, je vais faire 70% de mes kilomètres. 70% des kilomètres que vous faites, c'est sur les trajets courts. Pour faire les trajets longs, c'est que 30% de kilomètres en plus. Mais par contre, ça vous fait x5 ou x10 sur la taille de la batterie. Donc ça vous rajoute 10 000 €, 8 kg de cobalt, plein d'énergie, 5 tonnes de CO2. Plus le fait qu'il faut des charges rapides, ça complique. Donc ces différentes considérations font qu'on peut réfléchir à avoir la batterie qui est utilisée pour ce qu'elle fait mieux, c'est-à-dire cycler beaucoup et faire des trajets courts, et chercher un complément pour les trajets longs. Il y a une des solutions qui permet de faire ça, qui est l'architecture hybride, plug-in hybride, c'est-à-dire avec la batterie qu'on peut recharger pour les trajets courts, et puis le moteur thermique qui permet de faire les trajets longs. Donc, si on regarde ça, et quand on regarde un cycle de vie, alors là je mets en ordonnée, c'est les grammes de CO2 par kilomètre, fait sur la totalité de la vie de la voiture, et ça inclut le CO2 pour fabriquer la voiture, fabriquer la batterie, et pour l'électricité qu'on met dans la batterie. Donc ça dépend forcément du contenu CO2 de mon électricité. Je le mets en relatif parce que souvent on se dit, ah bah oui, mais alors si je suis en France, si je suis en Allemagne, donc la France c'est ici, l'Europe ou l'Allemagne c'est là, le monde c'est par là, le charbon c'est dans la pièce d'à côté.
Donc une voiture thermique, elle va être là en jaune. Elle va être en cycle de vie, alors je vais me faire corriger, plus de 150 de par kilomètre. La voiture électrique, elle va plutôt être ici sur la ligne verte. C'est-à-dire qu'au point de départ, ici, on a tout ce qui est lié à la fabrication. Et puis après, plus j'ai une électricité qui est riche en carbone, plus sur le cycle de vie, la voiture électrique sera polluante. Néanmoins, elle sera quand même beaucoup moins polluante que la voiture thermique. Et même jusque des électricités pas très fortes. Alors si on va sur du charbon, là, par contre, ça s'inverse. En gris, on a le PHEV, qui est du même ordre de grandeur en fait. Et le dernier truc que je voulais dire, je pense que c'est à toute fin, c'est que ce PHEV, c'est un mélange de fabrication, où la batterie est beaucoup plus petite, on part beaucoup plus bas que le véhicule électrique parce que la batterie est plus petite. Et puis un usage où au roulage, par contre, la PHEV, 30% des kilomètres, c'est quoi le PHEV? Pardon, hybride plug-in. Rechargeable, hybride rechargeable. Et donc, il utilise quand même du carburant au roulage. Donc si je regarde que la partie sans carburant, que les kilomètres tout électriques, on est bien meilleur. Donc ce qui incite à chercher une autre solution peut-être pour les kilomètres à longue distance, et ça peut devenir notre transparent. Donc c'est peut-être un peu futuriste, un peu dans le rêve, mais si on arrivait à faire 10 km sur autoroute, sur nationale, le trajet long, en se faisant amener l'électricité d'une façon ou d'une autre, chacun a sa vision, ça permettrait d'avoir à la fois une mobilité entièrement électrique et décarbonée, et malgré tout des batteries d'une taille limitée. Pardon, c'est quoi la Alors ici c'est alimentation par caténaire, ici c'est par des rails au sol, et ici c'est de l'induction.